Bonsoir à tout le monde et bienvenue aux instantanés d'architecture début 2016. Donc je souhaite une bonne année 2016 à tous et à toutes. Ce soir, on a l'honneur d'accueillir Alexander Rafer des Jardins de Métis. Et tout cela est rendu possible grâce à l'aide de nos commanditaires comme la Ville de Québec et le Musée de la Civilisation qu'on ne cesse pas de remercier. Donc, merci encore pour cet appui à l'École d'architecture. Donc, je vais appeler Pierre Thibault à présenter Alexandre. Bienvenue, Alexandre. Bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être venu en aussi grand nombre. Merci bien sûr au musée qui nous accueille ce soir. Alors, ça me fait grand plaisir de présenter Alexander, que je connais déjà depuis plusieurs années. On est chanceux, je dirais, au Québec d'avoir quelqu'un comme Alexander. Pour vous donner là, quelques dates, ça fait déjà maintenant 20 ans, presque 20 ans, là, que Alexander dirige les Jardins de Métis. Mais comme ma famille est originaire de la région, je connais les jardins depuis très longtemps et il faut voir la vision qui a animé Alexander depuis 20 ans pour amener les jardins où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est pas une mince tâche. J'aime à dire, parce que j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises avec Alexander, qu'au jardin, tout est possible. Il n'y a pas de barrière. C'est un lieu d'accueil pour la création, je dirais, unique au Québec, mais probablement au Canada et en Amérique du Nord. Donc, Alexander est parti d'un jardin historique et il en a fait un lieu, bien sûr, ce témoignage de l'art du paysage est toujours présent, mais a créé un festival de jardin qui a amené au fil des ans des centaines de créateurs qui sont venus de partout à travers le monde. Donc ça, je pense que c'est formidable d'avoir réussi ça. Mais je dirais maintenant aussi, il va encore plus loin. Les jardins deviennent même, je dirais, un laboratoire, un lieu qui accueille les créateurs pour des expérimentations qui vont bien au-delà du festival. Alors, j'y ai moi-même amené, je pense, des centaines d'étudiants de l'école d'architecture et à chaque fois, ça opère. C'est comme une espèce de magie de découvrir aussi qu'avec peu d'éléments, on peut avoir une présence et on peut transformer le paysage de façon importante, mais avec des moyens modestes. Donc ça, je pense que c'est important. Alors, en plus, je dirais, il a une équipe autour de lui qui sont, je dirais, des grands facilitateurs. On arrive de l'inauguration d'une exposition qui a été possible grâce au jardin. On y fait des installations, même hors les jardins. Donc, et une des choses que je disais justement avec Alexander, c'est que c'est un lieu où il est possible de continuer à faire des choses même lorsque les jardins sont ouverts. C'est-à-dire, on accepte qu'une exposition soit en cours, qu'une installation soit là, et même, ça permet aux visiteurs de mieux comprendre le processus de création. Et alors, il n'y a pas tellement de lieux qui permettent de le saisir avec autant, je dirais, d'acuité. Alors, c'est vraiment impressionnant. Regardez, sur 20 ans, il nous en parlera avec, je suis sûr, de façon éloquente, mais je tiens à le remercier et je pense qu'on est chanceux d'avoir quelqu'un qui dirige un lieu comme ça. On est chanceux aussi d'avoir un lieu magnifique comme ça parce que pour ceux d'entre vous qui êtes allés au jardin, les jardins sont un lieu, je pense, un morceau du territoire québécois unique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est d'y aller parce que la route pour s'y rendre est une, je crois, des plus belles du Québec. Donc, c'est plus de 50 000 visiteurs chaque année qui sillonnent les jardins pendant quelques mois. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment formidable. Alors, Alexander, j'espère que tu prévois ne pas prendre ta retraite et que tu vas être directeur encore pour de nombreuses décennies. Alors, merci de nous présenter ta conférence ce soir.
Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Jean Perrault. Merci à l'école. Merci, Samuel, d'avoir orchestré ma présence. Merci. Je m'attendais pas. Ils m'ont promis 50 à 55 personnes. Alors, je suis un peu étonné de la réaction. Et honoré d'ailleurs que vous êtes déplacé dans une journée froide ici pour m'écouter. Généralement, quand je fais des conférences, je parle un peu de l'histoire des jardins, je parle un peu du parcours historique dans lequel je me suis tombé, mais pour une première fois, je vais plutôt parler pourquoi moi j'aime l'architecture et un peu pourquoi nous faisons à Métis ce que nous faisons. Je débute avec une image d'un jardin qui a été réalisé l'été passé. Pierre a parlé de la modestie, en fait, des interventions. C'est un jardin qui a été créé par un groupe du Québec, en fait. C'est un groupe qu'on a choisi par le concours du festival pour le réaliser en 2015. C'est le groupe A, composé de différents architectes de Québec. Un projet modeste en budget, on parle de 10 000 $ pour les matériaux. Je pense qu'on a eu l'avantage d'avoir une commandite importante des bottes Kamiq qui fait la couleur d'ailleurs de l'installation. Alors, c'est une forme de modestie, mais quand même, on va voir dans le parcours des jardins que je vais vous montrer aujourd'hui. Je dirais la modestie, ça ne veut pas dire qu'on doit être modeste dans nos attentes, parce que ce jardin, durant tout l'été, a été un jardin qui s'éclatait de rire, d'humour, de contentement généralisé, parce que les parents, les grands-parents, les petits-enfants se sont montrés participatifs dans cette installation, qu'il n'y avait pas de panneaux, qu'il n'y avait pas de muséologie, qu'il n'y avait pas d'invitation, je dirais plus qu'une botte sur un bâton. Alors des fois, la simplicité se transmet avec peu d'intervention humaine. Et je pense que c'est grâce, et c'est pas, je ne veux pas flatter les jeunes qui sont ici ou les architectes qui sont déjà dans le domaine, mais j'apprécie beaucoup votre domaine d'intervention et que vous soyez architecte ou paysagiste ou architecte paysagiste, je comprends que vous avez une créativité que malheureusement je ne possède pas. C'est pourquoi je me suis donné un peu le mandat depuis quelques années de vous inviter, parce que vous m'inspirez de votre création et je pense que vous inspirez d'autres qui sont venus. Vous allez voir si j'ai tort ou j'ai raison. Je pense que je connais déjà votre opinion sur le sujet, mais je pense que vous avez comme talent, comme architecte, une façon de voir le paysage, le bâti, et de peut-être comprendre ou de diviner finalement auprès du public des choses qui, pour un jardin, sont intéressantes. Vous allez voir, le jardin historique que je gère, c'est un jardin que j'ai, je dirais pas hérité, mais qui est quand même un héritage de mon arrière-grand-mère, où il y a beaucoup de panneaux, n'a pas touché, n'a pas allé plus loin, il y a des barrières, des barricades, des clôtures, en fait, beaucoup d'interventions que on s'est donné. Et le festival, c'est le contraire. Il y a peu de barricades, il y a peu d'interventions pour vous empêcher de faire quelque chose. Alors, on a la chance d'avoir ce dialogue que je considère particulièrement unique, ce dialogue entre, je dirais, des interventions qui sont tous les deux beaux et valables, mais quand même où le public peut faire des actions tout à fait différentes. Ce jardin était problématique cet été parce qu'on a dû le vider à maintes reprises parce que ça coulait. Alors, ce n'est pas toujours les jardins qui sont réalisés ou parfaits dans la réalisation. Je vous conseillerais comment faire un bassin d'eau à base de boue la prochaine fois si vous me posez des questions. Mais quand même, c'est un jardin qui a survécu durant l'été et qui va être présenté l'été prochain. J'avais une bidule ici pour avancer. Je commence où je suis né. Alors, des fois, les gens me posent des questions. Pourquoi vous aimez tant l'architecture? Alors, sans doute, je suis victime, en fait, de l'architecture. Parce que mes parents, il y avait une belle maison sur la rivière Outaouais qui était expropriée pour faire un chemin, en fait. Ils étaient expropriés, ils ont dû quitter le maléfique lieu sur la rivière Outaouais. Et mon père, à l'âge de 40 ans, décide d'acheter une ferme au nord d'Elmer, qui est dans l'Outaouais, aux abords du parc Lacatino, et il embauche un architecte en 1969 pour faire une maison. Alors, c'est la maison dans laquelle je suis grandi pour une bonne partie de mon adolescence. C'est un architecte d'Ottawa, Peter Tutton, qui est d'origine sud-africaine, et qui a fait une maison qu'on habitait alors avec beaucoup de plaisir. Vous voyez tout de suite une forme d'architecture contemporaine. Ottawa était une forme c'est pas été le cas depuis quelques temps, mais Ottawa était à l'époque des années 70 une espèce de laboratoire des idées. En fait, c'était une ville avec beaucoup d'interventions architecturales intéressantes.
parfois désastreux, parfois très réussis, mais au moins avec Carleton et des architectes, des jeunes architectes émergents, il y avait beaucoup de volonté de se transformer cette ville de fonctionnaires. Et ainsi, mon père s'est inscrit dans cette veine-là pour construire une maison dans laquelle j'ai passé mon enfance. Ça n'a jamais été si propre depuis cette photo, je peux vous dire, mais souvent, heureusement, on prend des images tout de suite après la construction, parce que ma famille a tendance à ramasser, puis on dit dans le jargon anglais des hoarders. Là. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais en fait, on ramasse beaucoup de choses. Mais c'est une belle image d'une maison avec un escalier circulaire sur 3 étages. Ma mère habite toujours la maison à l'âge de 88 ans, puis elle est toujours capable de monter et descendre cet escalier. C'est assez remarquable comment c'est utile et c'est pas idéal pour les enfants ni les chiens, mais c'est une belle maison d'une facture contemporaine intéressante. C'est une mauvaise image. J'ai essayé de trouver ça. C'est l'école secondaire dans laquelle je suis allé à Hull. Je ne sais pas si vous connaissez Hull. Ça n'existe plus, malheureusement. C'est maintenant Gatineau. Et j'ai essayé de trouver une belle image de l'école. Je n'ai pas trouvé parce qu'il n'y en a pas. Parce que comme la plupart des polyvalents construits au Québec aux années 70-80, il n'y en a pas beaucoup qui sont très réussis. Hein, on s'entend, c'est du béton peint avec des planchers rudes, des bâtiments qui n'ont pas d'espace, puis qui n'ont pas d'intérêt, puis honnêtement, ça ne nous donne pas, selon moi, l'esprit à l'éducation. Ce n'est pas des bâtiments qui nous fait éduquer, parce qu'ils sont des bâtiments qui sont contraints par des budgets sans doute, mais aussi par l'espèce de facture contraignante qui fait en sorte qu'on apprend, selon moi, pas à la hauteur de nos capacités. Par la suite, je suis allé dans le cégep de l'Outaouais qui habitait cet ancien couvent. Beaucoup plus réussi, mais si vous connaissez la ville de Hull, aux années 70, une des cicatrices que la ville doit toujours gérer, ils ont créé une espèce de chemin, un artère routier enfoui dans la ville d'environ 6 voies. Ils ont complètement détruit toutes les maisons des anciennes employés de la compagnie EBRD. Alors des maisons tout à fait modestes en bois, mais je dirais d'une simplicité volontaire. Ils ont fait un artère routier qui a créé une cicatrice permanente, un peu comme ce qu'ils ont fait aux places Vigier à Montréal, ce genre de cicatrice qui prend beaucoup de temps à guérir et qui fait en sorte que la ville de Gatineau ou l'ancienne Hull n'a pas beaucoup de fierté, de raison d'être, d'âme. En fait, c'est des bâtiments, des fonctionnaires qui sont chacun plus laids que l'autre. Alors, j'ai vécu heureusement dans la plus jolie bâtiment dans le coin, qui est une ancienne couvent, où j'ai passé mes études au cégep. Par la suite, je fais mes études universitaires à Toronto. C'est un collège catholique qui avait des bâtiments intéressants. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon à l'époque, c'était conçu par un architecte, Arthur Holmes, dans ce qu'on appelle en anglais Depression Gothic. Alors, il y avait des attentes de faire un beau bâtiment en forme gothique, mais il n'y avait pas l'argent pour. Alors, ils ont tout dépensé l'argent sur la façade extérieure, laissant à l'intérieur une simplicité aiguë, avec encore des blocs de béton. Mais quand même, le décor extérieur était quand même une enceinte universitaire très intéressant. Alors moi, j'ai fait mes études universitaires à Toronto, et par la suite, j'étais embauché à Toronto, où j'étais doyen de ce collège pour occuper en fait de tous les étudiants puis les résidences. Ça peut-être peut expliquer pourquoi j'aime les étudiants, parce que j'ai passé pas mal de ma vie à la fois étudiant, mais aussi en gérant les universitaires, en fait les étudiants de l'Université de Toronto. Par la suite, j'ai eu l'avantage d'aller dans un magnifique collège à Oxford qui s'appelle New College, qui fait partie de l'Université Oxford, qui est un collège qui a eu sa naissance au 14e siècle. Alors, il y a une composante, une espèce de monastère. Ça, c'est les New Buildings. Les New Buildings, c'est les bâtiments nouveaux qui étaient construits au 18e siècle. Mais c'est un complexe de bâtiments assez remarquable. Alors, ça, c'est le jardin dans lequel on pouvait faire nos activités, cocktails, vernissage et ainsi de suite. On était pas mal gâtés. J'aurais dû rester plus longtemps, mais je suis revenu au Canada pour travailler. D'où vient l'intérêt pour l'architecture? Mais sans doute, j'ai des gènes peut-être qui s'intéressent à ça. Et heureusement pour moi, j'ai eu une famille qui a eu des avantages importants dans la vie. Ils ont fait fortune de différentes choses au 19e siècle et ils ont utilisé cet argent pour bâtir, en fait. Puis c'est remarquable quand je suis en train d'écrire un livre sur le 150e anniversaire de la compagnie familiale, qui est une agence maritime qui existe toujours à Montréal. Et en constatant, en faisant la fouille dans mes archives familiaux, qui sont assez impressionnantes, je tombe sur des photos, des plans d'archives, des plans de bâtiments.
Et je constate que ma famille, ce sont des bâtisseurs, de bâtiments, entre autres. Ne sont pas toujours des bons investisseurs, je peux vous dire, mais ils ont investi beaucoup dans le bâtiment. Ce bâtiment, imaginons, en 1883, ça coûtait à M. Stephen 660 000. Puis comme mon arrière-grand-mère l'a hérité, aux années 20, ils ont vendu pour 200 000. Alors, tu vois, l'architecture n'est pas toujours payante, hein, c'est ça? Mais c'est un bâtiment qui existe toujours, c'est le Mount Stephen Club, qui se transforme actuellement en hôtel de luxe. Pas sûr que l'hôtel va être aussi réussi que le bâtiment, mais c'est quand même une maison 2 étages avec un sous-sol géant, construit par un magnat de chemin de fer, qui est inspiré beaucoup par les mansions de JP Morgan, puis les richissimes des États-Unis, qui étaient, eux, inspirés par les palazzo italiennes. Alors, c'est une maison d'inspiration italienne à Montréal, tout en pierre grise de Montréal, avec ce magnifique serre d'hiver qui se trouve ici, qui a été remplacé plus récemment, mais quand même un bâtiment intact et qui vaut la peine d'ailleurs de visiter quand c'est un hôtel. Je pense qu'ils ont l'obligation de vous laisser rentrer parce que c'est une maison classée. Mount Stephen Club, bientôt hôtel. Je pense que ça ouvrira à l'automne 2016. Ce même mec, M. Stephen, il avait sans doute un intérêt pour l'architecture parce qu'il va construire une série de bâtiments qui sont chacun plus intéressants que l'autre. Ça, c'est son premier camp de pêche à Kozabskal, sur le rivière Metabidia. Un beau bâtiment d'une simplicité extraordinaire, mais c'est quand même un beau bâtiment avec une véranda qui fait un peu sa tour, qui donne sur la rivière, avec un complexe de bâtiments agricoles en arrière, un complexe historique maintenant qui est géré par la ville de Kozabskal. Parce que Stephen, lui, aimait la pêche au saumon. Alors, il quitte Montréal de sa grande maison, il vient dans le coin, d'abord sur la rivière Metabidia, puis par la suite sur la rivière Métis. Alors, en 1887, il construit un deuxième camp de pêche. Probablement, on pense parce qu'il n'aimait pas les mouches. Hein? Pas les mouches à pêcher, parce que ça, il avait besoin, mais il n'aimait pas les moustiques et les maringouins. Puis dans la vallée, il y en a pas mal. Puis au bord de l'eau, vous constatez, il y en a très peu. En tout cas, comparativement à la vallée, il y en a très peu de mouches. Alors, pour faire la pêche, les mouches, malheureusement, sont une forme d'agacement continuel. Alors, à Métis, il construit pour avoir pas de mouches et aussi pour avoir une vue sur le fleuve. Alors, la maison, qui est toujours la même qu'on utilise, la Villa Estevan, ce qu'on appelle, aussi une maison d'une modestie en termes de sa forme, mais pas nécessairement en termes de sa taille. C'est une grosse bâtisse d'environ 40 par 120 pieds. Tout en bois, probablement préfabriqué, en fait. C'est une maison préfabriquée parce qu'on trouve des morceaux qui ont le nom de M. Stephen inscrit sur les beams et les poteaux, qui indiquent, selon moi, que c'était construit en Italie puis envoyé par train à Métis et construit sur le site. Alors ça, c'est la maison qu'on utilise aujourd'hui. On voit la forme modifiée. Alors, Stephen embauche un architecte certain parce qu'on a une facture qu'il a payé, M. architecte, $200 pour cette maison. C'est pas cher. Il a payé le contre-mètre 6 800. Alors, il y a un écart quand même entre les deux. Mais on ne connaît pas malheureusement le nom de l'architecte. On n'a jamais trouvé. Probablement c'est la même de sa maison à Montréal. Puis il a dessiné ça sur une espèce de papier. Puis il a envoyé ça à l'ébéniste constructeur. Mais on ne connaît pas le nom de l'architecte malheureusement. Mais mon arrière-grand-mère, qui hérite le domaine en 1918, elle va embaucher un architecte, Gord Durnford, qui est un architecte de Montréal, qui faisait beaucoup des maisons, des personnes cossues à Westmount et à Montréal. Alors lui, il va dessiner la partie arrière du bâtiment ici, environ cette pièce ici, ainsi qu'il va transformer les dépendances, puis il va ajouter les fenêtres qui sont en arrière, en fait. Alors, il va modifier le bâtiment en utilisant la structure et sa forme actuelle. C'est quand même un travail d'architecte assez complexe parce qu'il ne voulait pas modifier finalement l'empreinte au sol, mais quand même, ça n'a jamais été un beau bâtiment, ça ne sera jamais magnifique, mais c'est quand même un bâtiment que je considère intéressant, surtout avec les différentes modifications qui ont été faites, qui sont assez réussies. Et d'ailleurs, on a l'architecte des travaux plus récents ici avec nous, Bernard Serge-Gagné, avec son équipe d'ABCP, qui nous aide depuis presque une quinzaine d'années je dirais, à bonifier le bâtiment, à la sauvegarder la meilleure du possible. Et je dirais pas, on peut dire corriger les erreurs du passé parce qu'il y avait des modifications qui étaient moins réussies, surtout l'ajout du bardeau d'asphalte qu'on a remplacé avec le bardeau de cèdre et ainsi de suite. Alors la maison est redevenue un peu similaire à ce que ça a été à l'époque.
Steven n'est pas juste quelqu'un qui va construire des maisons, mais il va aider la construction d'autres bâtiments. Ceux qui connaissent cet édifice, c'est le Royal Victoria Hospital de Montréal, qui est maintenant, je pense, vide et qui attend juste une idée d'un jeune architecte pour voir cette transformation intelligente. Je pense qu'il budgète 2 milliards ou plus pour ce bâtiment. C'est un bâtiment qui était construit en 1893 par un architecte, le meilleur architecte des hôpitaux à l'époque, qui était un Écossais, en fait, ou qui travaillait beaucoup en Écosse. Et d'ailleurs, c'est comme un château de la santé, en fait. C'est un curieux complexe de bâtiments qui est assez complexe et qui était beaucoup modifié par la suite. Mais Steven, c'est lui qui a donné l'argent pour la construction avec son cousin. Alors, les deux hommes ont décidé de donner à la Ville de Montréal un hôpital ouvert à l'ensemble de la population, sans regard pour la religion, la bourse ou la capacité financière de chacun. C'est un hôpital ouvert à tout le monde. Alors, comme vous savez, ça a été remplacé par un magnifique édifice qui s'appelle McGill University Health Center, qui n'a pas malheureusement la facture architecturale de son prédécesseur et qui a eu beaucoup de problèmes de dépassement de coûts qui sont maintenant très connus. Mais c'est quand même un complexe médical la plus avant-gardiste pour son époque, avec ses balcons ici pour que les patients puissent sortir, avoir l'air frais, et ainsi de suite. C'est comme une forme d'hôpital pavillonnaire où on pouvait assurer finalement que la guérison se faisait plus vite. Steven est aussi l'instigateur de la première hôtel de la chaîne Canadien Pacifique. C'est lui qui l'a présidé. Puis ça, c'est un hôtel qui prenait son nom, le Mount Stephen House, qui était à Field, qui est sur les montagnes de la Colombie-Britannique, qui a malheureusement brûlé, mais c'est le début de la chaîne d'hôtels de Canadien Pacifique. C'est la maison. Alors, Steven a beaucoup... c'est le seul Canadien, je pense, qui a 4 lieux historiques associés à son nom. Je pense que je ne connais pas d'autres personnages qui ont 4 lieux historiques nationaux du Canada qui sont associés à une seule personne. 2 camps de pêche, la Maison Montréal, puis l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Alors, dans ma plus proche famille, mais j'ai aussi des bâtisseurs. Alors, la famille Reeford, qui sont beaucoup moins fortunés que M. Steven, qui était extrêmement riche. Mais quand même, à plusieurs générations, ils vont construire. Ça, c'est une grange que mon arrière-grand-père a construit à Montréal. La maison du fermier, c'est la maison ici, là. J'aimerais bien l'habiter. Alors, il y avait une idée de faire une espèce de ferme modèle qui est maintenant le campus du Macdonald College à McGill, le collège dédié à l'agriculture sur l'ouest de l'île Montréal. Il y avait une ferme modèle que M. Reeford a vendue à William McDonald, qui est devenue par la suite la ferme de McGill. Il a construit une maison d'été à Métis, aussi victime du feu, mais c'est une maison conçu par un architecte de Montréal, Sir Andrew Taylor, qui est un architecte d'une qualité un peu, on peut dire Richardson romanesque, mais un peu avec une combinaison des composantes des maisons inspirées du shingle style qui vient un peu de la côte est américaine, avec ce magnifique image d'une domestique qui est en train d'enlever la poussière sur les fenêtres ou je ne sais pas, mais quand même la maison avait un emplacement intéressant à Métis. C'est tombé au feu aux années 70. Alors, M. Reeford fils, mon arrière-grand-père, va construire cette maison ici en 1904, selon les plans de l'architecte Robert Findlay, un architecte qui a fait beaucoup de bâtiments publics à Montréal, entre autres la bibliothèque de Westmount. Un bâtiment quand même assez considérable. On voit bien la taille. Malheureusement, c'était vendu à McGill, puis le lendemain, ils l'ont défaite, alors la maison n'existe pas. Mais c'est une grande maison avec beaucoup de boiseries de qualité. Ça, c'est l'intérieur d'une des chambres. Mais c'est pas très contemporain, on s'entend. Là. C'est pas une approche... c'est vraiment les Montréalais, on voit des importations, des styles un peu externes, qui soient de l'Écosse, de l'Italie, en fait, des États-Unis. Ici, je ne sais pas comment le caractériser. C'est la bourgeoisie un peu importative, on peut dire, avec ses composantes un peu italiennes. Il y avait une magnifique collection de tableaux, entre autres. Ils voulaient mettre en valeur, mais quand même, c'est une espèce de bouillabaisse de style architectural assez curieux. Dans notre région à nous, mais il y avait une cabane dans le bois au sud de Rimouski. Pas satisfait avec celui-là, qui était une simplicité trop élevée. Il embauche un architecte pour faire un chalet en bois.
Je connais pas beaucoup d'autres des années 20 qui sont comme ça, mais ça, c'est le travail de Gord Durnford, le même architecte qui a fait les travaux sur la villa, mais il va dessiner un chalet, en fait, en bois du style canadien aux années 20, qui est toujours là d'ailleurs, qui est magnifique construction, encore d'une grande simplicité. Mais quand même, on voit à travers ces images une tradition, ou au moins un intérêt ou un héritage pour l'architecture. À Montréal, la famille avait une agence. Alors, aux années 1913, ils embauchent Ross & McDonald. Ross est connu ici parce que c'est eux qui ont conçu le bâtiment de la compagnie Price. C'est une firme d'architectes, je dirais, modernes à Montréal qui ont conçu beaucoup de bâtiments. Ça, c'est un bâtiment sur la rue Saint-Sacrement, avec un immense hall pour recevoir les passagers parce qu'ils étaient les agents pour la compagnie Cunard. Alors, ça faisait le trajet d'une rue à l'autre. Et aux années 40, ils vont acheter cette maison aussi, la maison Chartier de l'Aubinière, qui devient la siège sociale de la compagnie pendant longtemps. Toujours sur le Saint-Sacrement à Montréal. C'est peut-être parmi les premiers qui vont commencer à se donner le désir de restaurer Montréal au lieu de défaire ou de refaire, mais ils vont commencer à habiter les anciennes habitations. C'est une maison qui avait une origine familiale pour utiliser la maison pour des fins de bureau. Alors ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est aux années 70-80. Ici, pas loin, je suis hébergé à l'hôtel 71, puis le voisin, au 67, rue Saint-Pierre, ou St. Peter Street. À l'époque, c'était l'agence avait un bâtiment ici, dont celui-là. Pas très intéressant, honnêtement, mais quand même, l'agence avait une pied-à-terre ici à Québec aussi. Puis aux années 20, ils vont donner du trouble en construisant un tour de 10 étages à Toronto. Donc on voit ici une facture architecturale, bien sûr, plus contemporaine, qui a été démolie par la suite, mais qui était un bâtiment de bureau assez intéressant. Donc on voit ici le croquis de l'architecte. Alors, c'est pour vous permettre d'expliquer pourquoi j'aime les architectes, parce que je dirais, j'ai pas le choix, hein, c'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut ne pas négliger, c'est que une chose que nous faisons à Métis, c'est on fait la promotion de l'architecture et c'est important selon moi pour la société de voir ce que vous faites comme profession et pourquoi votre travail est important. On ne peut pas se penser d'office que les gens apprécient l'architecture s'ils habitent un appartement conçu par un bureau sans nom, s'ils habitent une maison qui est la même que les 45 voisins, s'ils n'ont jamais vécu dans une école, s'ils n'ont jamais eu l'avantage d'avoir accès à un bâtiment de qualité comme le bâtiment ici, mais c'est pas surprenant que l'architecture et les concours sont peut-être dévalorisés parce qu'on n'a pas la tradition nécessairement très développée pour l'apprécier. Moi, c'est pas le cas. Heureusement, j'ai eu l'avantage d'habiter une maison d'architecte, puis j'ai aussi l'avantage de travailler beaucoup depuis quelque temps avec. Alors ça, c'est la maison, la Villa Stéphane aujourd'hui, avec ses transformations multiples, surtout le bardeau de sel qui a complètement changé le look extérieur de la maison. On a aussi, depuis quelque temps, construit des bâtiments neufs. Pierre a évoqué finalement qu'on a une ouverture vers la création contemporaine. Ce n'est pas tous les sites historiques. J'arrive de la France où j'ai fait la tournée d'une certaine quantité de bâtiments. Puis on apprécie finalement qu'en France, il y a une compréhension que l'architecture contemporaine peut bien s'instaurer ou s'installer dans les lieux historiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas tous les pays qui ont cette idée que l'histoire et la contemporanéité peuvent s'immiscer. Et je pense que si on fait un peu notre marque de commerce maintenant, c'est qu'on a pris cette direction d'inviter les architectes du Québec et de l'étranger de concevoir des travaux assez ambitieux comme le pavillon d'accueil qui a été conçu par Atelier Titou en 2003 et ouvert au public en 2004. Ça, c'est le pavillon d'accueil, boutique, café, toilette, billetterie. C'est un bâtiment qui s'insère d'une façon délicate dans le paysage, mais avec une clôture qui prend environ 300 pieds de long. C'est quand même un geste architectural très important. Avec ABCP et Bernard Serge Gagné, on a restauré ce bâtiment ici récemment, c'est nos bureaux. Alors, si jamais vous voulez faire un stage chez nous comme architecte paysagiste ou architecte invité, mais vous pouvez peut-être travailler au 2e étage ou dans la salle
de recherche dans le sous-sol. C'est un bâtiment qui date du même époque que la Grande Maison, mais qui lui aussi a été beaucoup modifié avec le temps, mais qui a repris un peu sa position architecturale dans une complexe de bâtiments de service qui ne sont pas particulièrement intéressants, mais qui sont fonctionnels. Je n'ai pas mentionné, j'aurais dû, mais une des raisons pour laquelle j'aime, je pense, l'architecture, c'est parce qu'aux années 50, mes parents ont ouvert une boutique de meubles scandinaves. Ils habitaient Calgary à l'époque, puis mes parents voulaient pas les meubles de leurs parents. En tout cas, les parents voulaient pas les donner les meubles de toute façon, je pense, mais ils cherchaient des meubles pour meubler leur maison à Calgary, puis ils trouvaient rien. Calgary, à l'époque, c'était une ville assez pauvre, beaucoup d'Américains dans les compagnies pétrolières, assez, comment dirais-je, peu, je dirais pas cultivé, c'est pas la bonne expression, mais peu de culture qui était disponible. Alors, mes parents décident d'ouvrir une boutique pour meubler leur propre maison. Alors, ils vont commencer à importer des meubles danois et suédois de la Scandinavie, dont ces meubles dont j'ai quelques-uns dans mon bureau. Alors, c'est sans doute ça, j'ai grandi avec ces meubles de Hans Wegner et tous les autres grands noms de design contemporain, qui étaient d'ailleurs les plus chers des meubles à l'époque, mais qui avaient quand même un facteur de design intéressante. Alors, j'ai grandi avec ça. Ça s'explique pourquoi, d'ailleurs, je le collectionne un petit peu, puis beaucoup de nos bâtiments sont meublés avec ce genre de choses. C'est beaucoup moins cher, d'ailleurs, puis il n'y a pas de COV, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de composantes biochimiques agressants. Et il y a quand même des grands architectes, souvent, qui ont fait des meubles en Scandinavie. Ça faisait partie de leur tradition d'artisans du métier, en fait. Ils étaient beaucoup interpellés par les compagnies de concevoir des meubles qui sont toujours, d'ailleurs, parfois en production même. Alors ça, c'est l'intérieur du bureau. Récemment, on a construit un autre bâtiment dans une approche beaucoup plus dynamique avec 80 partenaires, beaucoup de dons de produits, dont la toiture, je vous souligne, la toiture en bardeau d'aluminium, mais beaucoup de produits qui ont été donnés à l'entreprise, à l'organisme que je gère par des compagnies de fabrication, qui soit le lambris extérieur, qui soit le bardeau de cèdre, qui soit les portes et fenêtres, et ainsi de suite. Et ça, c'est une maison qui a une vocation publique, qui est d'éduquer notre public vers la création, en tout cas, l'utilisation des produits écologiques dans la maison et ou la rénovation écologique. Alors, c'est une maison écologique qui a une vocation publique, mais durant l'hiver, comme maintenant, si vous voulez passer le week-end à Métis, mais vous êtes bienvenus, parce que la maison est à location pour des périodes de courte durée. Alors, il y a une composante publique et une composante privée, mais la volonté de l'organisme, c'est de promouvoir finalement l'éco-construction et de mettre en un lien physique avec les différents fabricants du secteur. Ça, c'est à l'intérieur de la maison. Et le plus récent projet qui était presque terminé, il manque, je pense qu'il manque les toilettes, puis les éviers de cuisine, puis des choses comme ça, mais la construction, la coquille est faite. C'était fabriqué par un artisan, je dirais artisan, entrepreneur général de Saint-Léon, pas loin de Matane, M. Pinault, qui, selon les plans de Pierre Thibault et son atelier, a conçu un bâtiment pour nous qui a vocation de recevoir des étudiants, les stagiaires et des personnes pour des périodes d'apprentissage sur le site. Alors, c'est un bâtiment, comme vous voyez, avec des volumes assez simples, inspirés par la vernaculaire des bâtiments de ferme et avoisinantes, mais qui est quand même conçu pour recevoir, en tout cas, selon les règlements municipaux, pour recevoir 6 personnes, mais je pense que ça risque de dépasser un peu cette nombre. Mais l'idée de notre entreprise, c'est quoi? C'est d'ouvrir le site davantage, de permettre aux jeunes de passer plus de temps, parce qu'on a des visites éclairs où les étudiants viennent pour des périodes assez intenses pendant 2-3 jours, puis ils font des travaux. Mais ici, on va pouvoir héberger des gens pendant tout l'été et même après. Et de développer aussi un programme d'artistes en résidence, qui soit pour les architectes ou les architectes paysagistes ou d'autres, pour qu'on puisse vous offrir les jardins comme un lieu de ressourcement intellectuel et pour nous, la communauté, de bénéficier finalement de vos idées. Parce qu'on sait bien, notre milieu a besoin des idées nouveaux. En fait, on a une région défavorisée avec très, très peu de développement économique. Et je suis persuadé que la culture créative, c'est une façon d'animer un espace comme le nôtre. Alors, on essaie de créer des espèces de pont entre la création et le milieu. Et on s'est dit, bon, on va se donner des façons de réaliser. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier.
Alors, je me donne peut-être l'héritage de léguer quelque chose qui est une construction ou des constructions qui va permettre à Métis de devenir toujours pertinente et peut-être avant-gardiste dans sa position comme un lieu de métissage entre les différents métiers dans notre coin. Alors, je ne sais pas, on n'a pas encore décidé la date de vernissage, mais je ne suis pas sûr qu'on va vous inviter tous, mais on peut au moins diffuser la date. Et sans doute, vous serez bienvenus, soit comme visiteur ou peut-être même comme locataire, si jamais ça peut vous intéresser. Bon, maintenant, je quitte un peu le bâti, puis je vais parler un peu des jardins éphémères. Parce que depuis, je dirais, 16 ans, on vient de faire le concours pour la 17e édition. Notre marque de commerce en termes de la création, c'est sans doute, pour la plupart, Métis, c'est maintenant connu parce qu'on réalise beaucoup de jardins éphémères et on les expose au public. Ça, c'est la page couverture d'un livre qui va sortir en septembre. C'est publié par un éditeur allemande-suisse, en fait, Birkhauser, qui est basé à Bâle, sur le festival comme lieu d'intervention pour les artistes de différents milieux. Alors, Experimenting Landscapes, ça résume tout. Je pense qu'on est dans une zone d'expérimentation. Et le paysage, c'est le sujet principal. Ça ne veut pas dire qu'on ne permet pas aux architectes d'intervenir, c'est plutôt ouverte, mais quand même, on est un festival de jardin qui offre sur notre site l'opportunité à des créateurs de différents domaines d'intervenir et de réaliser, grâce à un soutien des différents conseils des arts, surtout du Québec et du Canada, mais aussi du patrimoine canadien, Tourisme Québec et d'autres partenaires, de réaliser des projets qui sont les plus avant-gardistes possibles. Alors, on n'a pas ici dans la banalité, on n'a pas dans les fleureries, on n'a pas dans les mosaïcultures, on n'a pas dans les potées fleuries, on n'a pas dans les choses qui se fait bien par d'autres. On est ici vraiment dans une zone d'intervention qui est assez osée et qui a semé parfois des projets controversés, mais qui quand même permet aux gens de réaliser des choses qui sont particulièrement intéressantes. Rapidement, je vous montre les projets qu'on a choisis par notre jury à peine il y a 2 semaines. Samuel, d'ailleurs, il faisait partie du jury cette année. Je pourrais parler malheureusement pendant 15 minutes de chacun des projets. Je vais quand même vous montrer beaucoup d'images et peut-être se taire un petit peu. Ça, c'est un projet conçu par 2 architectes de Winnipeg, ça s'appelle Tilt. Alors, on voit bien un peu l'influence, d'ailleurs, sociétale, puis Pierre Thibault il y a une influence aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'inspire de son travail. Je ne sais pas si c'est une inspiration directe, mais l'utilisation du tente comme un élément paysageur, c'est intéressant. Alors ça, c'est un jardin interactif dans lequel le tente va pouvoir basculer avec l'aide du public. On se donne un peu de trouble avec ce jardin, j'en suis sûr, parce que c'est une immense construction qui s'appelle Cyclops. Alors, c'est comme un immense entonnoir qui se donne avec un espace ici, juste assez pour que quelqu'un puisse mettre la tête à travers la structure, suspendu en principe des arbres. Pas certain que ça va marcher, mais en fait, donnez peut-être nous une semaine après qu'on ouvre pour assurer que c'est bien sécuritaire. Mais c'est un beau projet. Alors, des fois, le jury va prendre un peu une certaine autonomie pour dire on aime tellement de projets qu'on va les réaliser, peu importe les défis techniques que ça présente. Et ça, c'est correct. C'est nous, maintenant, avec mon équipe, qui va devoir, avec les designers, peaufiner le projet et assurer, bien sûr, qu'on peut les réaliser dans les budgets, parce qu'on parle de 10 000 $ de budget de matériaux. Ça ne va pas très loin à la quincaillerie aujourd'hui, 10 000 $. Beaucoup de main-d'œuvre et un peu de soutien de machinerie qu'on peut apporter. Mais c'est quand même assez modeste en termes de son budget pour un projet de cette envergure. Un beau projet fait avec des gabions. On n'a jamais utilisé des gabions comme matériel. Encore pas très modeste comme projet parce que la taille est très importante avec un mur de gabions assez imposante. J'oublie la dimension, mais c'est au moins 3,5 ou 4 mètres de hauteur avec une forme de plate-bande de mousse qui est suspendue de la structure. On voit que le forêt est très populaire auprès des concepteurs. Vous allez voir à travers mes images beaucoup d'intérêt pour la foresterie. J'ai rencontré ces concepteurs à Paris lundi. Ils sont des jeunes architectes paysagistes, ou ce qu'ils appellent des ingénieurs paysagers. Je pense que c'est l'expression qu'ils utilisent. Fait qu'avec un arbre qui, en principe, aura tombé naturellement,
qui est plutôt coupé en morceaux et transformé dans une immense installation, moitié arbre, moitié ameublement. Ils pensaient malheureusement qu'on avait des sapins Douglas de 250 pieds au Québec. J'ai dû les informer que non, c'était pas le cas, mais si vous avez un grand arbre dans votre cour, rappelez-moi parce que j'en cherche. Un jardin réalisé par une jeune équipe ici, dont Émilie et ses collègues, qu'on a choisi la maison de Jacques. Alors, c'est un jardin qui utilise l'haricot et qui s'inspire bien sûr du fable Le Conte d'enfance pour en faire une forme de labyrinthe dans laquelle on va pouvoir se véhiculer. Alors, vous voyez tout de suite, ce sont des jardins qui ne sont pas du tout les plates-bandes de Montréal et Grand-Mère, ce ne sont pas les plates-bandes typiques d'une municipalité, c'est des créations contemporaines complètement distinctes de la tradition horticole, mais qui vont offrir au public des expériences multiples. Et finalement, le jury, à mon insistance, a choisi ce jardin. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais moi, je trouve ça ludique. Alors, c'est pas un jardin comme tel, c'est plutôt, on donne une trentaine de capes, on dit ça, là, que les gens vont pouvoir porter, exemple pour le vernissage, ou mettons, si je donne une conférence ici l'année prochaine, mais on va pouvoir vous amener les 30, puis vous allez pouvoir promener avec. Alors, c'est une forme d'installation événement, qui est aussi très tendance. On voit il y a de plus en plus d'événements, puis on s'est dit c'est assez amusant. C'est des Coréens du Sud, Chinois et New-Yorkais qui conçoivent ce jardin, qui sont composés de tissus qui est vraiment fait pour l'événement. C'est des tissus faits sur commande. Je ne sais pas pourquoi c'est uniquement les femmes qui le portent dans l'image, mais on va devoir inciter quelques-uns, mais avoir le courage de les porter aussi. Alors, dress up. Alors, tu vois, encore une fois, l'interactivité obligée, hein, c'est ça. Il n'y a pas d'autre façon de réaliser ce jardin sans la participation active de la clientèle. Alors, on voit qu'on n'est pas dans un type d'installation qui est typique. On n'est pas dans les installations artistiques qui se trouvent dans les musées, dans les centres d'art, dans les centres d'artistes. On n'est pas non plus dans les fleureries. On est plutôt dans quelque chose qui s'appelle aujourd'hui des jardins conceptuels. Alors ça, vous avez une petite définition, je vous fais grâce de le lire, mais en fait, ce qui est important à retenir, c'est une forme d'expression artistique en émergence. En fait, il n'y en avait pas ce genre de réalisation paysagère beaucoup avant les années 80. Ils se sont inspirés beaucoup des land artists, des personnes qui faisaient des installations à grande échelle un peu à travers le monde. Une forme d'expression qui a pas mal eu son apogée à la fin des années 70-80. Et ça, vous êtes dans les petites échelles, dans les interventions, dont Québec, vous êtes figure de proie. Vous faites beaucoup maintenant à Québec des événements de type participatif aussi. Et à Métis, on fait ça depuis 16 ans avec les architectes et architectes paysagistes. Vous avez déjà vu cette image. Toucher, grimper, explorer, c'est un peu les expressions qu'on utilise pour décrire le festival. C'est surprenant parce qu'on marche sur quelque chose qui est un peu incongru, incohérent. On a fait peut-être 2 heures de visite de jardin sur une gravie, sur une concassée, puis finalement on a sur une espèce de bout qui semble pas mal celui-là qu'on marche quand vous êtes dans le fleuve Saint-Laurent. Avec des aspects photogéniques, ce qui dégage d'ailleurs le festival, puis ce qui fait beaucoup notre on a un petit budget de publicité, mais les images se véhiculent eux-mêmes, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont pleins de monde intéressant, parce qu'ils sont très colorés, et parce qu'en aimant les journalistes aujourd'hui, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, ils sont un peu paresseux. Alors, si vous envoyez une belle image de quelque chose, mais plus souvent, ça va se faire véhiculer sans beaucoup de texte, ou souvent, si vous envoyez un texte, mais le texte va se trouver curieusement dans l'article du journaliste. Alors, ça, on fait beaucoup avec ça, parce qu'avec un petit budget, mais on peut faire rayonner beaucoup les concepteurs qu'on invite à chaque année. Ça, c'est des projets qui étaient réalisés pour la première fois l'été passé. Une jeune équipe de Tel Aviv en Israël s'est inspirée des jardins japonais, dont le public, le visiteur, faisait partie intégrante de l'œuvre. Alors, le public, le visiteur, va balayer ou va racler finalement le site en créant ses formes. C'est rare qu'on ait des projets étudiants, c'est pas unique, mais ce cas ici, c'était un projet qu'on avait fait avec
l'Université de Toronto. Alors, sous la supervision de Pete North, qui est un architecte paysagiste qui enseigne, mais ils ont fait un projet collectif avec les champignons comme matériel intéressant. Je donne beaucoup de conférences à différents jardins botaniques qui essaient de trouver exactement ce genre de phénomène. Hein. Vous comprenez, un jardin botanique, c'est jugé aujourd'hui comme des musées de l'ancien temps, souvent, parce qu'on a des plantes qui sont classées, imaginons, classées par famille botanique, avec des plaquettes qui vous informent d'une façon très, très straight, là, un peu le contenu. Alors, les jardins botaniques du monde entier sont pris avec une problématique, c'est qu'ils veulent renouveler la clientèle. Et souvent, ils nous appellent pour dire, écoute, peut-on faire ça? Et je dis, pourquoi pas? Il y a des concepteurs dans votre ville comme dans le nôtre. Pourquoi pas les inviter à faire des réalisations paysagères dans votre jardin? Alors, il y a un mouvement progressif qui se bâtisse. Des fois, on souhaite pas être si copié que ça, mais en fait, il faut quand même dire que c'est un développement qui me paraît particulièrement intéressant pour les musées, tout comme les jardins botaniques, de se lancer dans la création, parce que vous allez créer une clientèle qui vous échappe. Parce que la jeunesse, les musées, les tablettes, les ordinateurs, c'est difficile à les faire sortir de la maison, c'est encore plus difficile de les amener dans un jardin qui trouve un peu l'endroit où la belle-mère va y aller avec grand-maman, ou choses sont vues un peu comme de l'ancienne, un peu vieillot, mais il n'y a rien de plus jeune que ça. Alors ça, c'est des tuyaux qu'on utilise pour les fins médicaux. Ça, c'est un jardin fait par 2 jeunes Canadiens, Michaela McLeod et son mari, qui entourent des épinettes qui étaient déjà en place. Encore une fois, pas très coûteux. À commander beaucoup d'avance, ça nous a pris beaucoup de temps pour les avoir, mais finalement, un beau projet qui était réalisé pendant 2 étés. Et tu vois, ça, c'est une revue qui est envoyée à tous les gestionnaires de parcs municipaux en Amérique du Nord qui utilisent cette image pour parler des parcs publics. Parmi les plus réussites des jardins des dernières années, c'est celui-là, fait par un architecte paysagiste qui travaille à Amsterdam. Et ça, juste pour vous parler du processus, en fait, ça, c'est le titre de rendu qu'on a reçu comme jury il y a 4 ans. Alors, la position qu'on reçoit d'un architecte paysagiste sont limitées à un nombre de pages. On ne les donne pas beaucoup de liberté de nous envoyer 40 pages avec des descriptions assez complexes. Il y a 2 planches avec cette image qui nous paraissait bien intéressante. Le journal s'appelle Courtesy of Nature. Cette composante-là, on trouvait ça trop compliqué de réaliser, alors on a simplifié le concept parce qu'on ne voulait pas faire une espèce de mur végétal vivante extérieure. Ça paraît bien dans une image, mais c'est un défi constant pour une équipe d'entretien. Puis en fait, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Alors, on a simplifié le projet, puis c'est ça la réalisation. Alors, c'est quand même, si vous regardez cette image-ci, ça c'est un vrai jeune homme. Si vous regardez ça versus le concept, la seule chose qui a changé, c'est que le monsieur est beaucoup moins âgé. Mais on n'est pas très loin du concept. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de réaliser à la mesure des possibles, avec les moyens qu'on possède, dans un lieu naturel, le projet conçu par l'architecte paysagiste ou l'architecte. Pas toujours faisable, mais on essaie de le faire au maximum. Et le résultat, c'est magnifique. Regardez l'effet d'ombrage ou de l'ensoleillement sur le mur. C'est une boîte d'environ 16 pieds par 16 pieds, parce que c'est un cube de 16 pieds, 7 pieds de haut. Pas facile à mettre en place. Il fallait marcher avec le mur, en fait, avec un gang qui l'ont posé en place. Là. On ne voit pas les défis techniques en arrière, mais quand même un projet bien réalisé. Alors, vous voyez, le mur végétal devient tout simplement une forme de tar paper qu'on utilise pour protéger les toits. Pas d'entretien, mais aussi percutant comme résultat, parce que l'intérêt, c'était pas l'extérieur, en fait, c'était plutôt l'intérieur. Alors, ça se mêle bien dans le paysage. Alors, très, très photogénique, comme vous voyez.
J'en passe le jardin de Claude Cormier, mais si vous cherchez à s'explorer un architecte paysagiste québécois qui rayonne à l'échelle mondiale, mais regardez le travail de Claude. Claude est un excellent architecte paysagiste qui a fait beaucoup pour le Québec en faisant la promotion de la création contemporaine. Il travaille sur des projets multiples à travers le Canada et l'Amérique du Nord. Et il y a un de ses signatures, c'est le jardin des bâtons bleus qu'on a réalisé pour la première édition et qui a causé une certaine controverse parce que la première édition, les gens honnêtement, ils s'attendaient à une forme de floralie avec des immenses créations floraux, puis ils sont confrontés avec des bâtons bleus. Alors, comprenez, on est un peu dans la psychologie des gens. Un festival de jardin qui n'a pas de plantes, mais c'est pas un festival, puis c'est pas un jardin. Alors, on a dû vraiment gérer le mécontentement, chose qu'on n'a jamais dû faire dans le passé, mais on dirait que la pilule a passé. Dans le sens que je pense que vous avez fait un travail, nous aussi, mais en fait, je pense que le Québécois ordinaire est maintenant plus averti, plus scolarisé, plus éduqué vis-à-vis de l'importance de la création contemporaine. On a plus à convertir des gens. Il y a sans doute des personnes qui trouvent ça affreux, mais ils vont trouver toute création contemporaine affreux aussi. Alors, c'est pas, je prends ça pas personnel, mais on a fait du chemin ensemble. Je pense que des projets de Claude Cormier sont pas toujours appréciés, mais au moins ils sont plus controversés. Alors, il y a beaucoup de publications qui nous a diffusées, bien sûr. Ça, c'est des publications de différents pays. Et je termine avec quelques images des jardins qu'on a réalisés depuis quelques temps. Je n'en parlerai pas de chacun, mais quand même, ça vous donne l'éventail des réalisations paysagères. On parle de 450, 500 professionnels. Je blague des fois, je disais, je suis le plus important donneur d'ouvrage au Québec en termes d'architecture. Je paie le moins, sans doute, mais je suis quand même, comparativement aux autres donneurs d'ouvrage, qu'ils soient une ville ou une municipalité, 450 à 550 créateurs, c'est beaucoup de monde qu'on a vu passer à Métis, puis souvent ils viennent pour une deuxième puis une troisième saison. Ça, c'est 2 professeurs de Harvard qui ont fait un jardin avec leurs étudiants aussi, en utilisant la mousse québécoise comme composante. Pas conçu pour recevoir les enfants, mais les enfants... ils s'en foutent un peu des directions. Là. Alors, vous connaissez mieux que moi les instruments maintenant de coupe et de la transformation d'un rendu vers la construction est maintenant possible. Alors, on a vu aussi depuis 16 ans, au début, on recevait des maquettes par la poste ou des fiches. On recevait 150 à 200 Pure Later par semaine. C'était lourd, comme maintenant c'est tout par l'Internet, les gens conçoivent ça par l'Internet, les plans sont reçus par Internet, puis souvent on peut envoyer aux fabricants aussi dans les fichiers électroniques. Alors on a vraiment changé complètement la façon de fonctionner, comme la société a évolué aussi. Mais la réalité, c'est que ce qui ne change pas, bien sûr, c'est le besoin de construire, le besoin de travailler avec l'architecte ou l'architecte paysagiste, le besoin de peaufiner le projet, et l'obligation de l'exposer après. Un jardin allemand s'appelle Violence of the Garden. Alors l'idée du jardinier comme une espèce d'outil de violence parce qu'on coupe, on sape, on détruit, on utilise toutes sortes des machines qui font des bruits. Alors eux, ils travaillent un peu cette vocabulaire, un peu agressant comme propos, avec du barbelé dans le jardin. Alors, on peut, nous, se permettre ça, mais je ne pense pas que Merlabon va le permettre, hein, vous comprenez bien. Alors, je ne sais pas pour le contester non plus, mais je pense qu'il faut dire qu'il y a des endroits où on doit permettre la création presque à l'absolu. Et Pierre l'a évoqué, on a quand même presque ouvert à l'ensemble. On a eu quelques projets qui nous ont causé des maux de tête, mais c'est rare qu'on va dire au concepteur, barbelé, non, faites mettre un fil blanche en plastique, pas néfaste. C'est sûr que c'est pas un jardin dans lequel on encourage les jeunes à jouer. Mais on permet aux concepteurs une certaine liberté et on va essayer de construire selon les plans et devis qu'ils nous envoient. Encore une fois, pas plaisant pour tout le monde. Pour certaines, c'était vraiment choquant là, de voir une forme de jardin avec le barbelé, avec une forme de tranchée, surtout faite par les Allemands, vous comprenez bien, au Canada. Mais quand même, ça évoquait finalement cet passé lointain qui est maintenant chose guérie en principe. Et on peut passer à d'autres choses en disant que la création guérit en fait les anciennes débats de l'ancien temps.
Un débat plus actif, bien sûr, c'est l'avenir du livre. On vit ça, votre bibliothèque se vide, je présume, comme tous les autres. Il y a moins et moins de livres achetés parce que on est dans le numérique. Alors, ce jardin était conçu au moment pile où ce débat commençait à se battre entre les bouquinistes puis les librairies, les bibliothécaires. Mais l'avenir du livre, c'est quoi? Mais alors, je dirais, c'est pas ça le projet. En fait, c'est plutôt un jardin qui parle de l'écologie du papier, puis du livre, puis le forêt qui devient papier, qui devient livre, et en remettant le livre dans la nature, mais la nature prend prend papier, en fait, il composte finalement les livres. Mais c'est tombé pile sur l'avenir du livre. Alors, on a dû réagir à l'ensemble des associations des bouquinistes, en fait. Tout comme la commission scolaire qui a dit non, c'est pas nos livres qui ont été utilisés malgré qu'ils étaient leurs livres. Parce qu'ils ont dit que non, c'est pas possible qu'on a donné les livres au jardin au lieu des pauvres en Amérique latine. Mais la réalité, c'est que ces pays-là ne veulent plus nos catéchismes beaucoup. Hein. C'est beaucoup des livres un peu issus d'une pédagogie un peu plus ancienne. Et on a dû, pendant 3 ans, gérer une certaine controverse avec ce projet. Mais on a aussi dû gérer l'odeur du jardin qui était particulièrement forte. Là. Parce que 40 000 livres en décomposition progressive, ça dégage moisissure et odeurs qui sont très fortes. Mais c'était un beau projet, un concept très fort, bien livré, extrêmement bien construit, assez nickel en termes de stérilisation. C'était un beau projet à laquelle on était assez fiers. Puis encore une fois, peu de lieux ont eu l'occasion de pouvoir le présenter. D'ailleurs, dans un musée intérieur, c'est pas le même impact que l'extérieur, vous comprenez bien. Et quand les gens ouvrent un livre qu'ils l'ont déjà lu, mais en fait, ça crée des émotions auprès du public qui sont à la fois intéressés puis scandalisés. Alors, ça crée un dialogue entre les personnes qui sont parfois pas présentes dans les lieux publics. Et comme matériau de parterre, c'est magnifique aussi. Là. Marcher sur un livre, là, c'est quelque chose de fait spongieux, surtout quand c'est vertical comme ça. C'est curieux comme expérience. Moi qui écris les livres, j'aimerais bien que mes livres ne deviennent pas un jardin. Mais la réalité, c'est il y a beaucoup de livres qui n'ont pas de preneur, puis les bibliothèques sont pleines de livres qu'ils doivent enlever pour en acheter d'autres. Alors, la gestion des livres sont pesants, sont volumineux, c'est compliqué. Alors, ce jardin aussi parlait de cette réalité des bibliothécaires qui étaient parmi les plus contents parce qu'il y avait cette problématique que le jardin a pu aider à gérer. Jardin canadien par Rosetta Elkin, montréalaise, qui travaille maintenant comme professeur à Harvard. Vous notez, il y a quand même peu de jardins qui sont très végétales. Puis on a eu beaucoup de critiques là-dessus parce que les architectes, pour être franc avec vous, vous ne connaissez pas beaucoup les végétaux. Et les architectes paysagistes, presque autant. Hein? Alors, on a le problème de pédagogie au Canada, en Amérique du Nord, où le designer est beaucoup mené vers le design et rarement vers les matériaux. Alors, je pense qu'il y a une lacune là-dedans, mais ce designer en particulier est intéressé par les végétaux, fasciné par les végétaux, passionné par les végétaux. Alors, elle décide de faire un jardin qui amène les végétaux sur lesquels on marche dans le forêt. Quand vous faites une marche dans le forêt à l'automne, mais vous marchez sur les magnifiques plantes, mais qui sont invisibles à l'œil parce qu'ils sont miniatures. Alors, elle s'est mise à l'échelle d'une écurie ou d'une Suisse, puis elle va, en faisant des espèces de bassins de plantation, elle monte ses jardins à l'échelle visible. Alors, comprenez bien, encadrer une image, ça donne la beauté à l'image. Alors, encadrer une plante, ça donne la beauté à la plante. Alors, c'est une stratégie tout simple avec 23 ou 25 containers en stainless placés dans une forêt déjà existante, mais qui devient une forme de jardin botanique contemporaine qui explore la plante et la flore indigène du Québec sans beaucoup de panneaux d'explication, sans beaucoup de pédagogie, sans parler de Marie-Victorin et tout ça, mais quand même, ça a eu un effet quand même de faire la pédagogie végétale assez poussée. Alors, je pense que j'arrive à la fin de mon temps. Alors, je vais vous laisser avec cette image, un jardin qui s'appelle Sacré Potager, qu'on a réalisé au jardin, qu'on a aussi implanté temporairement ici au MNBAC au printemps dernier, fait par une jeune équipe de Québécois, concepteurs, architectes, Atelier Barda.
Je peux vous parler pendant 2 heures de temps, comme vous voyez bien. Mais je voulais quand même vous donner un portrait, au moins un aperçu de ce qui est le festival, qu'est-ce qui nous a animés à faire cette activité, pourquoi on vous aime comme architecte et pourquoi nous aimons l'architecture. Je pense que la meilleure façon de nous reconnaître, c'est pas de nous donner des bons mots et de nous flatter, mais plutôt de nous visiter et surtout d'apprécier finalement les travaux faits par vos collègues. Parce que je pense qu'on est un lieu d'exposition actuel qui change chaque année. Cette année, on va avoir 5 projets, plus les vêtements que vous pouvez peut-être porter lors de votre visite. Tout comme on a d'autres installations de Pierre Thibault et bien d'autres sur le site comme tel. On vient d'avoir l'offre d'une œuvre d'art de Armand Vaillancourt qu'on va instaurer. Alors, on a quand même des œuvres d'art qui s'ajoutent à la collection aussi. Alors, c'est un site qui évolue rapidement, qui évolue, je pense, dans le sens de la création et qui me passionne, comme vous voyez bien, mais que j'espère qu'il va vous passionner aussi. C'est pas si loin qu'ici. Pierre, on a fait une entrevue ensemble, il disait que c'est presque dans l'arrière-cour de Québec. Je pense qu'il exagère un peu, là. Mais c'est 3 heures et demie de route de Québec en été, peut-être un peu plus l'hiver. Mais c'est quand même un lieu assez près de chez vous. Puis je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est assez près de vos valeurs aussi. Alors si vous aimez la création contemporaine, si vous aimez la création dans différents domaines, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient culinaires, qu'ils soient artistiques, mais il y a la place pour vous au Jardin Métis. Alors merci beaucoup. Oui, d'abord, merci beaucoup, M. Rayford. Je pense que définitivement, on peut dire que votre sensibilité à l'architecture est vraiment inspirante. On va poursuivre avec une période de questions. Je commencerai peut-être en vous demandant, l'architecture fait partie de votre vie depuis longtemps, ça semble être un peu un arrière-plan à votre jeunesse. J'aimerais savoir s'il y en a un, en fait, quel a été un peu l'élément déclencheur qui a amené votre intérêt à l'architecture au-delà du bâtiment, puis qui vous a amené à finalement promouvoir l'architecture par des installations dans vos jardins, puis qui a aussi un peu revisité la relation traditionnelle qu'on a avec les musées. Bonne question. Mais je pense qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles on a fait le festival. C'était surtout un désir de notre côté d'être un lieu pour les jeunes, en fait. On avait fait une école d'été pendant 5 ans avec l'Université de Montréal, puis on a constaté que les jeunes émergents, dans les jeunes pratiques, avaient peu d'endroits où ils pouvaient pratiquer avec la création qu'ils ont appris. Alors, une ville, la municipalité, un gouvernement fédéral ou provincial ne va pas nécessairement favoriser la création contemporaine dans la plupart des projets. Il y a la réglementation municipale, il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a en fait toute la complexité des lieux publics qu'on a heureusement peu ou pas. Alors, on s'est dit aux jeunes, la jeune relève, il y a besoin d'un endroit, c'est peut-être ça notre vocation. On a aussi, il faut dire, on a imité un événement en France qui a eu un certain succès à Chaumont-sur-Loire. On s'est dit, écoute, si eux, ils ont tant de reportages, mais pourquoi pas nous? Alors, c'était aussi une forme d'imitation, je dirais, entrepreneuriale. On voulait bonifier le nombre de visiteurs, mais aussi, on voulait contrarier, c'est un 3e élément, on voulait contrarier la position qu'un jardin est uniquement pour les femmes de 65 et plus. On aime les femmes de 65 et plus, il faut dire, mais il y a une compréhension qu'un jardin attire ce type de clientèle, puis c'est vrai, puis pourquoi pas, mais on peut aussi attirer d'autres mondes. Un jardin, c'est la nature, c'est l'exploration de la faune, la flore, c'est la beauté, c'est le paix. En fait, il y a tellement de facteurs qu'on peut trouver dans un jardin qu'on trouve nulle part ailleurs. On s'est dit, c'est plate que les jeunes nous ignorent. Et je pense que si on a une réussite, c'est que les jeunes ne nous ignorent plus. Est-ce qu'il y aurait des questions? Soyez. Moi, la dame de 65 ans et plus, mais qui va au Jardin de Métis chaque année depuis l'ouverture. Ma question, c'est reliée au climat. Il y a des jardins dans la partie contemporaine qui perdurent plus qu'une année. Et dans certains cas, je me suis souvent posé la question, mais comment ça a réussi à passer l'hiver?
Là, je pense, entre autres, au dernier que vous avez présenté, là, la réalisation avec les plantes de sol là, qui sont élevées dans des cylindres métalliques. Ouais. Alors ça, c'est ma question. C'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, il faut dire qu'on est chanceux. On a une forme de microclimat au Jardin Métis qui nous protège, qui semble d'ailleurs être en mutation assez rapidement. Mais en fait, on a l'avantage d'avoir dans notre secteur beaucoup de neige. Et quand la froid arrive, comme c'est arrivé, la neige protège la plupart des végétaux. Alors, le jardin qu'on a vu avec les citernes plantées, aucune protection est requise. Les plantes sont indigènes, alors sont moins, je dirais, défavorisées par la froid. Ils sont habitués au froid, on peut dire. Et on a aussi accès, bien sûr, à des remplaçants. Mais curieusement, les plantes indigènes, c'est un peu comme les Québécois. On s'ajuste à n'importe quoi. On n'a pas le choix. C'est le moment qu'on tombe dans l'exotisme qu'on a des problèmes. Alors, quand on a des projets qui apportent beaucoup de végétaux de l'extérieur du pays ou du territoire, du zonage, c'est sûr qu'on a beaucoup de pertes et ça nous fait la peine, surtout les vivaces qu'on perd parce qu'il fait trop froid. Il y a quand même des jardins qu'on doit enlever finalement du site parce qu'ils sont à entreposer l'hiver. Il faut démanteler beaucoup, puis Pierre a fait écho. On a quand même une bonne équipe qui fait beaucoup de travaux pour la mise en place, mais il passe autant de temps dans la démolition que dans la mise en place parce qu'il y a beaucoup de choses à protéger. Je dis jusqu'à récemment, je pense que le climat évolue rapidement actuellement. Vous avez peut-être vu que depuis lundi, le Bas-Saint-Laurent est pas mal fermé à cause des tempêtes. On a moins de glace, on a moins de neige, on a autant de froid, mais la neige ne semble pas être si présente. Alors, c'est surtout un problème, pour être franc avec vous, avec notre collection historique dans les gens historiques, qui, depuis 80 ans, perdure sans aucun problème. Mais ça, je pense qu'on aura des difficultés prochainement. On va peut-être devoir gérer nos végétaux différemment, ou avoir des réserves de plantes si jamais on en perd. Mais curieusement, comme j'ai mentionné, les concepteurs aujourd'hui, ils n'aiment pas les plantes. Alors, c'est pas difficile à gérer les plantes, il n'y en a pas beaucoup à gérer. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, merci beaucoup, M. Refford, pour la conférence et pour, encore une fois, votre vision inspirante de l'architecture. Donc, on vous invite à rester assis encore 5-10 minutes parce qu'il y a les deux coprésidentes de l'objet édition 2016, Sandrine et Pascal, qui vont venir vous annoncer le concours d'idées qui commence dès maintenant. Alors, bonjour à tous. Merci, M. Refford, pour la conférence. Comme Laurence vient de le dire, on vient vous annoncer le dévoilement de la thématique du concours d'idées. Alors, le concours d'idées s'inscrit dans l'événement de l'objet. L'objet, c'est quoi? C'est un concours de design qui est organisé par les finissants de la maîtrise en architecture, qui a pour objectif de financer, par un encan, les activités faisant rayonner le talent des étudiants à l'extérieur des murs de l'école. Le concours d'idées de l'objet est la première étape du processus de conception. À cette occasion, vous êtes invités, étudiants de l'école d'architecture et des arts visuels, à vous lancer dans l'aventure de l'objet en démontrant l'ampleur de votre créativité. Comment ça fonctionne? En fait, vous avez deux opportunités de proposer des objets à l'encan. La première, vous pouvez participer au concours d'idées dès aujourd'hui, ou vous pouvez aussi soumettre un objet de votre choix dans une thématique libre. Alors, le déroulement, dès la fin de la conférence, vous pouvez vous lancer dans la conception d'une idée par une fabrication éventuelle d'un objet seul ou en équipe allant jusqu'à 4 personnes. Demain, nous avons la chance d'avoir une levée de cours à l'école d'architecture, donc on vous invite à profiter de cette occasion pour participer en grand nombre à ce 24 heures de création. Chacune des équipes doit s'inscrire à l'école au café étudiant demain, entre 9h et 16h, pour donner votre nom. La remise des propositions se fera demain, entre 16h et 18h, au 2e sous-sol, au local de l'objet. Le dévoilement des lauréats se fera le 18 janvier, soit lundi prochain, à l'amphithéâtre à 17h, puis ça sera suivi d'un vernissage de vos propositions. Cette année, nous avons la chance d'avoir Sylvie Girard comme présidente d'honneur. C'est une ancienne étudiante de l'Université Laval qui a été nombreuses fois récompensée pour sa pratique architecturale de qualité. Puis, elle sera présente lundi dans les membres du jury.
Il y a aussi 5 autres personnes dans le jury, dont Nicolas Brassard, qui fait partie du groupe de l'UMI Group, qui sont notre commanditaire principal du concours d'idées. Luc Bélanger, architecte et associé chez Parca. Parca Architecture et Design, Myriam Blais, architecte et professeur à l'école d'architecture, Jérémy Couture, designer industriel et graphique, et Romy Brosseau, stagiaire en architecture et ancienne étudiante et spécialiste de l'objet. Oui. Donc, pour ce qui est des prix, en participant au concours d'idées, vous avez la chance de gagner de nombreux prix. Donc, dès lundi, 5 prix coup de cœur seront décernés par le jury et remis aux propositions qui se démarquent. Les équipes gagnantes bénéficieront d'une bourse pour les aider dans la matérialisation de leur objet. Une nouveauté cette année, l'ensemble des propositions soumises au concours d'idées pourront remporter le prix du concours d'idées décerné à l'encan. Coup de cœur ou non, le passage à la matérialisation de votre idée est fortement encouragé. Plusieurs autres prix sont remis aux concepteurs lors de l'encan du 11 mars prochain grâce à nos nombreux partenaires. Donc, alors le thème tant attendu. L'objet s'éclate et se recompose. Donc, le thème, l'objet s'éclate et se recompose, souligne l'importance du chemin entre l'idée conceptuelle folle et pétillante jusqu'à la matérialisation d'un objet durable, élégant et innovant. Donc, éclatez-vous dans votre remue-ménage, soyez sans limite dans votre création et surprenez-nous dans l'ingéniosité de votre matérialisation. Les critères, donc le respect du thème premièrement, ensuite la faisabilité et la robustesse de votre objet et finalement l'esthétisme et l'élégance de votre proposition. Pour ce qui est des consignes, je vais passer rapidement. Donc, toutes les équipes doivent soumettre une maquette de leur objet, une affiche et une image de leur proposition selon les consignes données. On vous invite à aller les lire et à aller chercher le gabarit de l'affiche à remettre sur le serveur de l'école dès ce soir. Demain, le comité du concours d'idées sera au café toute la journée afin de prendre l'inscription des équipes et aussi une brigade se promènera dans l'école pour répondre à vos questions. Sachez que le magasin étudiant, le MAG, sera ouvert dès demain pour vous approvisionner en matériaux. Et finalement, vous trouverez les heures et les informations importantes à la même place que les consignes, donc sur le réseau. Finalement, si vous avez des questions, vous pouvez passer nous voir dès demain au café étudiant. Merci.